du moment. Et là, j'aimerais intégrer quelques extraits issus de plusieurs films. Donc il y aura, c'est de très courts extraits. Il y aura un extrait de... donc les extraits, je vais les présenter en ordre chronologique. On commencera par Killer ou Tueur à gages, le film que Komirbay réalise à la fin des années 90. Puis on passera par Sugar, son film de 2008. Et on finira par L'étudiant. Vous allez voir, c'est très simple. Il s'agit de plusieurs travelling très symptomatiques pour la manière de travailler du cinéaste, que je vais commenter après. Donc je vais mettre le son d'abord, même si c'est... Mais c'est pas très important, mais c'est mieux. Исчезли все нравственные ориентиры. Отсюда ощущение зыбкости, нестабильности нашей жизни. Не зная, что завтра может стрястись, настолько быстро происходят изменения. Вокруг не осталось ничего стабильного. Рабочее время, выходные, отпуск, зарплата, планы, профессия. Все потеряло смысл. И мне кажется, что долго так продолжаться не может. Ведь не могут все только делать деньги на деньгах или торговать на базаре. Ведь кто-то должен производить эти товары. Но трудно заниматься созидательным трудом, когда вокруг все рушится. И это понятно. Огромные богатства прежней страны остались бесхозными. Их можно растаскивать почти без риска. Все равно растащат, если не я, то другие. Это, кажется, называется накоплением первоначального капитала. Олег Ракович, давайте перейдем к более конкретной теме. Науки, в которой, как мы знаем, вы достигли больших... Donc ça, c'était Tueur à gages. 10 ans plus tard, c'est Sugar pour deux autres courts extraits. Le premier d'abord. C'était le premier. Et le deuxième, je vais retrouver... Et enfin, L'étudiant, Student, son film de 2012 avec ce fameux réveil dont on a déjà pu parler. Et ça, c'est en fait c'est assez symptomatique, c'est le générique du film. Une partie du moins. Donc en parlant de ce travelling, je pourrais dire que les images parlent d'elles-mêmes, mais je dirais que voilà, cet élément du film, ce petit morceau récurrent à travers cette filmographie et qui était destiné, je pense, à l'origine
juste à dilater telle ou telle scène routinière et sans message idéologique particulier. Des voiles, par exemple dans Kairat, dont je n'ai pas d'extrait à vous proposer, la structure abandonnée d'un immeuble d'appartements, vestige mort-vivant de l'ancien régime avec son essor constructiviste arrêté au début des années 90. Elle montre aussi, à peine 5 ans plus tard, donc dans Tueur à gages, la première séquence, une ville confrontée à la nouvelle loi du commerce. Peut-être le film de son auteur le plus inquiété par la pulvérisation des communautés urbaines au détriment de la loi du plus fort. Tueur à gages s'ouvre par un plan long et visiblement documentaire, je ne l'ai pas montré ici, d'un marché à ciel ouvert où des habitants âgés pour la plupart et habillés modestement font leurs courses dans le désordre. Après avoir affiché ses ambitions sociologiques, le film maintient cette veine, parsemé qu'il est par des irruptions de la ville de l'époque, avec son lot de boutiques de fortune et de voitures importées, du coup. Il existe une scène où notre protagoniste s'en va en Allemagne pour ramener une voiture avec lui, et tissant un réseau illustratif de relations de pouvoir radicalement nouvelles pour le Kazakhstan post-communiste. Une quinzaine d'années plus tard, nous pouvions voir dans l'étudiant, donc ce dernier extrait, une séquence tout à fait semblable, avec la caméra qui glisse au bord d'une route, dévoilant ainsi des bâtiments imposants et clinquants en verre, qui scintillent en plein soleil, et où on aperçoit aussi des marques de luxe au rez-de-chaussée. L'astuce de Mirbaev surgit au moment où il enchaîne cette suite de plans avec le réveil, un sursaut du protagoniste, comme s'il avait fait un mauvais rêve capitaliste. Dans tous les cas, l'effet que ce simple prélèvement de plans produit est vertigineux. Il ne s'agit pas non plus d'un simple inventaire des éléments aperçus à travers la vitre d'une voiture, considérée voilà, la ville. Mirbaev se sert de ces plans pour retarder le flux narratif, mais aussi, et de plus en plus, pour figurer comme par sa anecdote une société tout entière avec sa marche triomphale en plein accord avec le marché. Selon Boris Budin encore, l'une des traces les plus frappantes, je cite, l'une des traces les plus frappantes de la soi-disant transition post-communiste, c'est son impact sur l'espace urbain. Nous pouvons regarder ces transformations comme une sorte de translation visuelle d'une grande partie des phénomènes sociaux et politiques de la condition post-communiste. Elles rendent visible la mutation idéologique par laquelle une société a passé après la chute du communisme et dévoilent les nouvelles hégémonies qui ont été établies depuis. Les implications de ces changements sont très souvent tellement drastiques qu'elles mettent en question les valeurs fondamentales de la société moderne ou même l'idée de société en tant que telle. Je clôt la citation. Le document devient du coup encore plus précieux quand nous nous rendons compte de la rapidité du changement de cette architecture urbaine qui a en outre un impact massif sur la population citadine. De plus en plus ségrégée en fonction de son appartenance sociale et de ses moyens. D'ailleurs, nous sommes en droit de nous demander, et cela ne fait que souligner la puissance de témoignage de l'indignation muette de Mirbaev, ce qu'un vieil homme portant un bonnet en laine et faisant ses courses au marché ouvert, et un nouveau riche mafieux roulant un Range Rover, dans une célèbre séquence de l'étudiant, ont toujours en commun, avec par exemple les écrits de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, entre autres dans les beaux quartiers. La transformation du paysage social est inexorable. Si Kairat et Cardiogramma parviennent toujours à mettre en place un univers tant soit peu égalitaire dans ses données de base, le foyer pour étudiants et le sanatorium pour enfants, où le pouvoir illusoire et instable s'obtient de façon assez logique par la force physique. Même si ces espaces sont eux-mêmes rongés par un désir d'accéder à une forme de domination, à partir de Tueur à gages, une sorte de homo homini lupus s'empare de l'univers figuré. Nous pouvons y trouver des gangsters, des intermédiaires, des journalistes d'investigation, ainsi que cette figure assez émouvante du chercheur mathématicien qui se suicide quand il apprend que l'institut où il travaille va fermer. Quand le protagoniste du film s'en va chez sa sœur demander de l'argent, il tombe sur une querelle avec son mari, provoquée par la fraude massive de la part d'un système de Ponzi, très à la mode lors de la phase initiale du capitalisme est-européen, et qui a englouti toutes leurs économies. Pour autant,
Dresser un tableau exhaustif de toutes les interactions entre classes et groupes sociaux observés par Mirbaev n'est pas l'enjeu de ces discussions. L'important, c'est de noter cette sensation de solitude impuissante à laquelle chaque film du réalisateur donne chair tour à tour. C'est peut-être là l'intuition la plus frappante de l'auteur, qui le place de plain-pied dans un présent post-communiste, actant la désagrégation du collectif. En d'autres termes, un sentiment vaguement menaçant à propos de la fin de l'usine comme site de travail communautaire privilégié, à l'heure où, comme dirait Charity Scribner dans un ouvrage fondamental consacré justement au deuil de cette expérience de la solidarité socialiste, je cite, « Les forces de la globalisation s'abattent sur les terres vaines de l'Europe industrielle. Nous dirons alors que ce deuil en direction des sites collectifs de résistance qui ont occupé ce moment historique, c'est-à-dire l'époque post-communiste, ne concerne pas les protagonistes de Kairat, Cardiogramma ou Tueur à gages, puisqu'ils sont trop jeunes, à peine mûris au moment où le capitalisme de substitution s'installe pleinement sur le territoire ex-soviétique. Mais cela n'empêche pas que cette onde, qu'elle soit d'angoisse, de tristesse ou de désespoir, à un mot de douleur, Olivier Cheval, n'atteigne l'expérience sensible que ces protagonistes gardent du présent qui est le leur. Cette mémoire, ainsi que sa perte, réverbère souterrainement tout au long des films. Elle ne s'arbore pas comme telle, la mémoire et la perte, mais elles permettent d'historiciser l'expérience de l'injustice, libérant une puissance de protestation inscrite à travers les regards, les menus gestes et les stases de ces personnages, des personnages qui s'affirment sans crier gare. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Victor pour cette intervention très riche et aussi qui s'affronte à un sujet assez difficile pour penser le cinéma de Baréjane. Parce que généralement, quand on aborde son cinéma, il y a une espèce d'élissement en fait de leurs implications politiques et sociales, qui reste dans quelque chose d'un peu flou.